Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 118. Alors là, on va parler de la situation de l'immobilier aujourd'hui, faire le point. Alors, je vais le faire en deux épisodes. Premier épisode, on va regarder la conjoncture globale, les prix, l'évolution des transactions, etc. Je vais prendre appui principalement sur la note de conjoncture des notaires du mois de juillet. Et deuxième partie de cette observation, de cette analyse de rentrée, on parlera plutôt du crédit, parce qu'il y a des menaces que les taux de crédit augmentent dans les mois qui viennent. Alors on verra si c'est avéré, pourquoi, éventuellement. Enfin bon, mais tout ça, ça sera dans un épisode à venir. Alors comme d'habitude, moi je m'appuie sur un document qui est publié régulièrement par les notaires de France, tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, c'est une note de synthèse, 4 pages, extrêmement ramassée, analysée, objective. Voilà, comme je le dis souvent, on n'est absolument pas sur de l'observation au doigt mouillé, très loin de là. C'est toujours très sérieux, etc. Et je préfère, moi, de très loin, m'appuyer sur ce type de document que d'aller glaner ici ou là des articles de circonstances un petit peu sensationnels qui nous annoncent soit une chute des prix, soit une hausse des prix sans trop de nuances. Bon voilà, la nuance a son importance et j'y reviendrai quand je prendrai l'exemple de la Savoie notamment. J'ai pris ce département au hasard simplement pour montrer à quel point il faut être extrêmement prudent quand on parle d'évolution des prix sur une période donnée. Donc la note de conjoncture des notaires, la dernière, elle a été publiée au mois de juillet. Statistiquement, et ça a son importance, ça veut dire que les notaires ont arrêté leur analyse des chiffres à fin avril 2025. Publication en juillet, ça veut dire que là où nous sommes fin août, au moment où je mets en ligne cet épisode, ça veut dire que je suis sur des chiffres qui s'arrêtent au mois de mai 2025, c'est des chiffres donc qui ont plusieurs mois. Ce qui s'est passé entre-temps, est-ce qu'il y a confirmation ou pas de la tendance? Il est trop tôt pour le dire. On y reviendra évidemment plus tard quand on aura la prochaine note de conjoncture des notaires qui, si je compte bien, voilà, juillet, août, septembre, elle devrait arriver peut-être début octobre. Début octobre. Alors là, on aura une deuxième approche, enfin pas une deuxième approche, mais disons une analyse qui sera un petit peu plus actuelle. Alors pour autant, est-ce que c'est intéressant de regarder ces chiffres? Bah oui, bien évidemment. Alors on va déjà parler des transactions, du volume des transactions. Le volume des transactions est toujours extrêmement intéressant à étudier. Alors on parle ici des volumes de transactions de logements anciens en France. Alors le dernier chiffre que l'on a, c'est fin avril 2025. 192 000 transactions de logements anciens ont été réalisées sur les 12 mois, donc on parle de 12 mois glissants, c'est-à-dire de mai 2024 à mai 2025, donc on est à peu près à 900 000. Alors est-ce que c'est bien? Oui, c'est un mieux, c'est un mieux certain, puisque je rappelle qu'en septembre 2024, qui a été le point le plus bas de ces dernières années, on était descendu à 832 000, alors qui n'était pas un bon chiffre, il faut le reconnaître. Alors, qui n'était pas un bon chiffre par rapport évidemment au record absolu d'août 2021, où là on avait enregistré 1 251 000 transactions dans l'ancien. Mais c'était quand même un chiffre tellement record, tellement exceptionnel qu'il est extrêmement difficile de le prendre comme référence absolue. Parce que je rappelle que pour donner le chiffre le plus catastrophique qu'on ait pu avoir à août 2009, c'est-à-dire juste après la crise financière de 2008, on était dégringolés. Là, il s'agit d'une véritable dégringolade à 568 000 transactions. Donc, on peut dire, voilà, alors évidemment, ça réjouira jamais ceux qui voient tout en noir. Moi, j'essaie de rester objectif. Évidemment, quand on était descendu à 832 000 transactions, c'était pas un super bon chiffre, mais on était quand même très loin des abysses de la crise de 2008. Ça, faut jamais l'oublier.
Alors là, à 892 000, qu'est-ce qu'on constate? Bah, c'est une remontée. Bon, on va pas bouder son plaisir, c'est une remontée quand même qui reste relativement timide, hein. Voilà, c'est un petit peu le reflet de cette note de conjoncture des notaires de juillet 2020. L'amorce, elle met en avant un certain nombre d'éléments positifs, mais ces éléments positifs, ils sont quand même à modérer et à analyser quand même avec beaucoup de recul. Je vais y revenir au cours de cet épisode. Alors, progression qui reste modeste et hétérogène. Hétérogène, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on est à un moment où il est difficile, alors c'est toujours le cas en immobilier, il est toujours difficile de travailler sur de grandes tendances nationales. L'erreur la plus communément admise, ça serait de dire, voilà, il y a un marché national qui est celui de l'immobilier en France. Bon, pas du tout. Il y a on pourrait presque dire des dizaines et des centaines de marchés locaux qui n'obéissent pas nécessairement tous à la même logique. Donc ça veut dire qu'en fait, quand aujourd'hui on assiste à une reprise globale du volume de transactions au niveau national, c'est très hétérogène. On a des régions, des villes, voire même des quartiers qui ont des tendances encore inverses, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui en France des zones sur lesquelles il y a une diminution du volume des ventes et où là, la crise est très loin d'être enrayée, hein. Voilà, donc ici, il faut rester extrêmement prudent sur ce type d'analyse et éviter d'être trop global. Alors maintenant, sur les prix. Sur les prix, au niveau national, mais là, vous allez voir, je vais être extrêmement précautionneux. Au niveau national, il y a des prix en légère hausse. Voilà, donc des prix en légère hausse, puisque le prix des logements anciens, il a augmenté de 0,4% sur un an au niveau national. Donc, alors déjà 0,4% de hausse, c'est rien, hein, c'est quasi une stagnation, hein, entre 0,4 et 0, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on met fin à 6 trimestres consécutifs de baisse, c'est-à-dire que nationalement, on avait assisté à une baisse pendant donc 6 trimestres, ça nous fait 4 et 2, un an et demi de baisse continue des prix. Alors là, la baisse continue des prix, elle semble s'être arrêtée. Alors c'est une hausse des prix qui concerne davantage les appartements que les maisons. Alors, il y a un petit différentiel, hein. Les appartements en moyenne au niveau national, c'est plus 0,7% d'augmentation. Les maisons, c'est plus 0,3%. Mais là où on commence à discriminer quand même entre les différents marchés, en province, on a une reprise qui est beaucoup plus marquée parce que les appartements, eux, on a une hausse de plus 1,1%. Et puis en Île-de-France, étonnamment, on a un recul qui continue, hein, puisque on a une baisse des prix qui était enregistrée au premier trimestre 2025, moins 0,3% en Île-de-France. Bon, après, on pourra toujours me rétorquer, et à juste titre, que l'Île-de-France, c'est vaste et que c'est quand même des territoires extrêmement divers. Mais sur l'Île-de-France, on avait enregistré une baisse de presque 4% au quatrième trimestre 2024, donc pour les prix. Alors si on prend Paris, à proprement parler, on a une stabilité des prix, donc pas de relance non plus, non plus durable. Bon, donc voilà ce qu'on peut dire au niveau national. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ville par ville. Alors je vais pas toutes les faire. De toute façon, je mettrai en lien la note de conjoncture des notaires, hein, pour ceux qui veulent aller la voir, elle est dans le détail, et éventuellement regarder ce qui se passe dans leur région, dans leur ville, c'est toujours extrêmement intéressant. Bon, quand on affiche la carte de France de l'évolution des prix dans l'ancien au premier trimestre 2025, ce qui est extrêmement notable, c'est l'extrême diversité selon les villes. Je vais prendre des chiffres au hasard. Lille, moins 5%. Amiens, moins 7%. J'arrondis, hein, à chaque fois. Et puis à l'inverse, vous avez des villes comme Caen, plus 7% d'augmentation. Vous avez par exemple à La Réunion, voilà, plus 7,5%
d'augmentation. Dans les Dijon, plus ma ville, donc Dijon, plus 5% d'augmentation des prix. Alors, on voit bien que même sur des villes moyennes, vous avez des comportements qui n'ont strictement rien à voir. Alors évidemment, il faut ramener ça au prix au mètre carré, alors qu'il y a un prix moyen, là encore, hein, quand on prend un prix moyen dans une ville, ça reste qu'un prix moyen parce que vous avez évidemment des appartements bien plus chers que ce prix moyen et des appartements dont le prix est bien plus faible que ce prix moyen. Bon, alors là, la disparité, elle est évidemment énorme. Paris, on est à 9 530 euros de prix moyen au mètre carré. Je rappelle qu'on avait dépassé les 10 000 euros à une époque. Bordeaux, on est à 4 000 euros. Bayonne, donc tout proche, on est à 3 900 euros. Grenoble, on est à 2 400 euros. Dijon, dont je parlais il y a 2 minutes, on est à 2 590 euros. C'est-à-dire que, vous voyez, vous prenez Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est intéressant. Saint-Étienne, Bourges, ce sont des villes avec des prix extrêmement faibles au mètre carré. Saint-Étienne, 1 150 euros le mètre carré. Bourges, 1 580 euros le mètre carré. Limoges, 1 400 euros. C'est-à-dire qu'en gros, pour caricaturer, un appartement de surface égale vaut quasiment 8 à 9 fois plus cher à Paris qu'à Saint-Étienne. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre que quand on est un investisseur, surtout, alors là, peut-être que la plus grosse erreur qu'il y aurait à faire, c'est d'aller sur des chiffres nationaux globaux et de faire une analyse par rapport à ces chiffres nationaux globaux. Alors là, on risque de faire des âneries. Parce que si on est dans une ville où les prix ont diminué par exemple de 7% au premier trimestre 2025 et qu'on reste sur cette tendance nationale dont j'ai parlé tout à l'heure d'une hausse légère des prix, alors là on va faire des analyses évidemment totalement erronées. Donc il faut toujours en revenir au local si on veut faire des analyses extrêmement fouillées, ciblées et pertinentes. Je prends un exemple. Alors, on ne trouve pas toujours les chiffres, mais je suis allé chercher les chiffres d'août 2025. La Chambre des notaires de Savoie, qui donc publie une note de conjoncture, eux le font régulièrement. C'est loin d'être tous les départements, toutes les régions qui procèdent de la même manière. Et là, on voit que les écarts, donc, dans un espace géographique qui est quand même relativement ramassé, dans cet espace relativement ramassé, il y a des disparités absolument énormes. En Savoie, je prends la Savoie. En Savoie, on a un prix au mètre carré moyen de 3 760 euros. Évolution des prix sur un an, moins 2,1%. Bon, quand on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit? Ben non, on n'a pas dit grand-chose. Parce que je vais prendre évidemment deux extrêmes, et pour bien montrer que à l'intérieur d'un même territoire, on a ces disparités. La station de la Tarentaise, alors évidemment, on va me dire la station de la Tarentaise, c'est particulier. On est d'accord, c'est très particulier, mais le marché immobilier, c'est un marché particulier qui peut différer selon les quartiers, selon les rues, selon l'attractivité, etc. Station de la Tarentaise, on est à 6 270 euros du prix du mètre carré. Donc ça veut dire tout simplement que là, on est évidemment bien au-dessus du prix moyen au niveau de la Savoie. Là, les prix ont augmenté de quasiment 8% sur une année. Et puis je prends un autre dans les Trois-Vallées. Là, on est à 9 360 euros le mètre carré. Alors là, on est proche de Paris, vous voyez. Et puis à l'inverse, si je vais sur Albertville, on est à 2270 euros le mètre carré. Là, ici, vous voyez, là encore, que j'ai pris l'exemple de la Savoie, on pourrait prendre comme ça tous les départements de France. Et donc, là, il faut être extrêmement prudent. Et moi, trop souvent, j'entends des analyses un petit peu au doigt mouillé pour
d'investisseurs qui disent: «Ah oui, mais là, c'est trop cher, là, les prix ont diminué, donc là, le prix que vous me demandez, il est trop élevé». Bah oui, mais en comparant avec des données nationales. Il faut jamais comparer avec des données nationales. Le problème, c'est que les données locales, on les a pas toujours sous la main. Voilà, et ça, c'est une vraie difficulté qu'il faut toujours avoir en tête. Bon, on parle plutôt ici, dans cet épisode de statistiques et autres, c'est toujours que c'est pour dire que c'est toujours effrayant quand vous avez des gens qui achètent des biens éventuellement pour les louer dans des régions qu'ils ne connaissent absolument pas et qui débarquent comme ça un matin en disant je vais acheter absolument un appartement dans cette ville et qui n'y connaissent strictement rien sur les prix, l'historique des évolutions, etc. Et là, on risque de faire de très grosses erreurs. Bon. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire sur l'évolution des prix. Donc ça sera surveillé, là encore, dans les semaines, les mois qui viennent. Sur le crédit. Alors sur le crédit, je ne vais pas trop développer là. Qu'est-ce qu'on constate sur le crédit? Le taux moyen des crédits immobiliers aujourd'hui, il est à 3,13%. Bon, donc ça veut dire qu'on a eu une baisse continue pendant un an environ des taux de crédit moyens en immobilier. Donc, nous avons atteint ici un plancher en termes de crédit et tout se passe comme si, depuis quelques mois, comme si on ne pouvait pas aller plus bas. Ce qu'il faut se dire ici, c'est que les taux qu'on avait pu connaître il y a quelques années de crédit à 1%, bon, c'est fini et sans aucun doute, on ne les atteindra pas prochainement. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, ceux qui se disent j'attends une baisse des taux de crédit immobilier pour finaliser mon acte d'achat, ben attention, parce qu'il risque d'avoir de mauvaises surprises si les taux se mettaient à remonter dans les mois qui viennent. Alors, on a une production de crédit aussi à l'habitat qui a bondi, on 12,5 milliards d'euros en avril. Donc c'est-à-dire on commence à retrouver des niveaux de production de crédit qui sont des niveaux de crédit intéressants. Voilà, parce que sinon, le marché, évidemment, n'a aucun dynamisme suffisant si les banques ne prêtent pas. Voilà. Alors on constate quand même que les banques, elles sont prudentes vis-à-vis des profils modestes ou instables. Voilà. Et elles reviennent peu à peu sur les primo-accédants. Ça, c'est un élément intéressant. Elles s'étaient éloignées quand même des primo-accédants. Elles reviennent dessus. Et si vous voulez une analyse beaucoup plus poussée, je vous renvoie à l'interview que j'avais faite au printemps avec Claudia Jambas, qui est courtier, et on avait analysé tout ça, et elle montrait bien que malgré parfois des dossiers difficiles, elle parvenait à quand même obtenir des prêts et des taux intéressants. Donc à voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Là, il y a une grosse incertitude quand même sur les taux tels qu'on les connaîtra par la suite, mais je vous renvoie au prochain épisode. Alors, pouvoir d'achat immobilier, il est en nette progression. Logique, puisque on peut acheter à des taux plus intéressants. Voilà, donc ça évidemment, ça va renforcer ce pouvoir d'achat immobilier. La baisse des prix, même si on a une légère remontée, on reste quand même sur une baisse des prix assez importante sur une période d'1 an et demi. Donc la conjonction de tout ça fait que le pouvoir d'achat, il a progressé. Et on l'a chiffré, puisque ça veut dire qu'en mars 2025, un ménage moyen, il pouvait acquérir 84 mètres carrés contre 78 mètres carrés un an plus tôt. Bon, c'est ça, hein, le pouvoir d'achat immobilier, c'est à somme égale, qu'est-ce que je peux acheter en mètres carrés d'un bien. Alors évidemment, là, c'est une moyenne nationale. On sait bien que les prix sont pas les mêmes, hein, j'en ai parlé il y a encore quelques minutes, je vais pas revenir dessus. Mais ça, c'est plutôt une donnée intéressante et qui est toujours très symptomatique d'un dynamisme du marché. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, donc on voit qu'il y a des éléments plutôt positifs. Alors,
C'est pas le sujet. J'aurais pu parler du marché dans le neuf. Le marché dans le neuf, malheureusement, il est toujours à la traîne, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de signe extrêmement positif qui montrerait un nouveau dynamisme du marché, une forte demande en termes sur la construction neuve. Bon, donc là, à voir ce qui se passera dans les mois qui viennent. Maintenant, en conclusion de tout ça, parce qu'on voit qu'il y a des chiffres qui sont des chiffres intéressants, mais qui sont des chiffres à prendre avec beaucoup de prudence. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on est dans un contexte qui est un contexte de fragilité. Alors, pourquoi une fragilité? Pourquoi de la prudence? Alors, plusieurs éléments. Tout d'abord, des incertitudes économiques et géopolitiques, et moi j'en ajoute une par rapport à ce que disent les notaires, politique. Incertitude économique. C'est vrai que y a eu une reprise du chômage. On a eu une baisse, l'inflation est revenue à un niveau relativement correct par rapport à ce qu'on a connu il y a encore un an ou deux, donc c'est plutôt des éléments intéressants. Mais tout ça est très fragile parce qu'il y a une situation géopolitique compliquée. On a bien vu que quand il y a eu ce pic de crise au Moyen-Orient, notamment l'intervention militaire d'Israël sur l'Iran, on a vu la tension que ça pouvait susciter sur les prix du pétrole. Et donc, on pourrait être inquiet si on avait une situation de crise de ce type qui ne restait pas circonscrite sur quelques semaines seulement, mais durait dans le temps. Voilà. Et puis, il y a l'Ukraine. Voilà. Donc, il y a l'Ukraine. Là, on en reste sur... alors, je ne vais pas aller là-dessus, sur ce terrain-là. C'est un autre sujet, mais tout ça est très lié. Hein, c'est-à-dire... on a eu la rencontre Trump-Poutine en Alaska, qui a été suivie d'une rencontre Trump-Zelensky et les principaux dirigeants de l'Union européenne il y a quelques jours. On est dans l'attente d'un éventuel sommet, d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Bon, qu'est-ce qu'il va en advenir? Est-ce que ça va mettre un terme à la guerre en Ukraine? Est-ce qu'elle va éventuellement s'intensifier? Enfin, je veux dire, là, à ce niveau-là, il est difficile de faire des prospectives fiables, parce que personne n'en sait trop rien. Mais ces éléments géopolitiques pèsent sur les ménages. On l'a vu notamment, l'indice de confiance des ménages, il a chuté au printemps 2025. Et ça, c'est jamais bon sur l'immobilier. Parce qu'en fait, un ménage qui est inquiet pour l'avenir, c'est un ménage qui, en général, reporte ses décisions d'achat de plusieurs mois, voire éventuellement d'un an ou deux, en attendant que les choses soient plus stables. Et l'autre élément, qui est un élément de fragilité et d'extrême prudence, c'est la situation politique. La situation politique, elle reste très instable. Là, aujourd'hui, on est en train de se demander si le gouvernement Bayrou va durer plusieurs mois de plus parce que un certain nombre de groupes politiques ont dit qu'ils voteraient la censure contre son gouvernement. Donc, ce gouvernement va-t-il se maintenir ou va-t-il tomber ? On a annoncé pour le 10 septembre une journée de blocage. Alors, c'est pareil, hein, je dis pas ça pour faire de la politique. En plus, je ne prends même pas position. Hein, je m'évertue à être purement factuel quand je décris tout ça. Une journée comme ça, selon qu'elle a un succès ou qu'elle n'en a pas, elle peut peser effectivement sur le moral, l'activité économique, etc. Je renvoie au mouvement des Gilets jaunes et les conséquences qu'il a pu avoir sur ce plan il y a quelques années. Bon, donc ça c'est à surveiller. Et puis, il y a le futur vote du budget pour 2026 qui va être, là encore, un élément à surveiller avec beaucoup d'attention, savoir si la France va parvenir à se doter d'un budget avant le terme logiquement prévu par la Constitution qui est au 31 décembre 2025. Tout ça, ça crée des incertitudes, ça crée une fragilité. Et instabilité géopolitique, nationale, politique et ces incertitudes économiques font que tous ces éléments plutôt positifs de reprise au niveau immobilier que j'ai
constater à travers cette note de conjoncture des notaires, font qu'ils peuvent s'effondrer relativement rapidement si jamais on avait des facteurs qui évoluaient d'une manière ou d'une autre. Et j'ajoute un dernier point qui a été noté par les notaires, que je trouve extrêmement juste. On sait que les droits de mutation à titre onéreux ont augmenté dans les départements. Et donc, les notaires s'interrogent si il n'y avait pas eu, avant l'augmentation de ces droits de mutation, un espèce de boost sur les achats pour éviter l'augmentation à venir. Ce qui sous-entendrait que ceux qui s'étaient précipités pour acheter avant l'augmentation des droits de mutation risquent finalement, ils vont pas acheter 2 fois dans la même année, risquent de ne pas le faire par la suite, et ce qui fait qu'on pourrait avoir un contre-coup assez brutal cet automne, de gens finalement qui avaient devancé leur décision d'achat pour ne pas subir cette hausse des droits de mutation. Ça, c'est un élément assez intéressant. Mais ça, je pense que déjà la note de conjoncture du mois d'octobre nous en dira un petit peu plus à ce sujet. Voilà. J'ai fait le tour de la question en essayant d'être le plus précis possible. Je mets en lien la note de conjoncture des notaires, si vous voulez aller la lire plus en détail et la consulter. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le tout prochain épisode où là, on va aller vraiment dans le détail des taux des crédits immobiliers et essayer de comprendre ce qui peut se passer dans les mois qui viennent à ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous me regardez ou vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt.